Bonjour. Bonjour. On peut commencer le cours? Oui, docteur. Oui, Oui, docteur. J'espère que vous avez passé une agréable soirée et nuit. On enchaîne avec les formes de violence un peu particulières, toujours dans le module de médecine légale. Et on verra aujourd'hui la maltraitance à enfants. Vous avez tous mon écran là? Mon PowerPoint? oui, Hakim. Oui, D'accord. oui. Aïcha, Wahna, il est présent, Aïcha. Il dort. Aïcha, votre représentant est là, non? عياش أحمد. Aïcha, Kenta, Aïcha. Non. Kanoche, Aïcha. Oui. Mais allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on enchaîne avec la maltraitance. Une minute, s'il vous plaît. Une minute, pardon. Donc, on enchaîne avec la maltraitance enfant. J'espère que vous avez au moins préparé le cours et j'espère que vous avez au moins lu le cours hier ou comme ça vous arrivez à me suivre. J'aimerais bien qu'à la fin du cours que vous serez en mesure de reconnaître les différentes situations évoquant une maltraitance à enfants, que vous serez en mesure également d'identifier les différentes complications et séquelles de la maltraitance à enfants, et enfin et surtout connaître le cadre légal et réglementaire relatif à l'obligation de signalement de cette forme de violence. Avant de commencer notre cours, il faut savoir que la maltraitance à enfants est une forme grave de violence répandue d'une manière assez fréquente dans notre société et dans toutes les sociétés, qu'elles soient occidentales ou orientales. Malheureusement, cette forme de violence est sous-déclarée en raison du contexte socio-culturel. Il faut savoir également que l'auteur est le plus souvent le père ou la mère de l'enfant. Parfois, on trouve des auteurs qui n'ont pas un lien de parenté avec l'enfant, mais ils ont quand même un pouvoir soit éducatif ou autre. Il y a plusieurs facteurs de risque qui font que cette forme de malviolence est répandue dans notre société. On commence d'abord par des définitions. Il faut savoir que l'enfant est défini par des textes de loi, notamment l'article 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 2 de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, et l'article 2 également de la loi relative à la protection de l'enfant. C'est une loi algérienne. Est considéré comme un enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans. Qu'en est-il d'un enfant maltraité ou la maltraitance à enfant? Elle est définie par l'OMS, toujours dans le rapport mondial sur la violence et la santé. On entend par maltraitance à enfant, selon l'OMS, toutes les formes de mauvais traitement, comme physique et ou affectif, les sévices sexuels, les négligences ou de traitement négligent ou d'exposition commerciale ou autre, ayant pour conséquence un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. De cette définition, deux grands groupes surgissent.
il y a d'abord la maltraitance suite à des faits d'omission, d'oubli. Il y a la maltraitance suite à des faits d'action. Kingoulou, il y a des faits d'action. Ça veut dire, on parle de tout ce qui porte atteinte à l'intégrité physique et mentale de l'enfant. Quand on dit tout ce qui peut entraîner une atteinte à l'intégrité physique, là, on est dans le cas de mauvais traitement physique, ça veut dire les violences physiques. Et également, tout ce qui porte atteinte à l'intégrité mentale. Et là, on parle surtout des psychotraumatismes ou de la cruauté mentale qu'on va voir après. Ça, c'est le premier groupe, c'est-à-dire l'effet d'action. Il y a également la maltraitance secondaire à des faits d'omission ou d'oubli. Mais l'oubli, il doit être volontaire. L'omission ou l'oubli, on peut citer la négligence lourde, soit dans l'alimentation, dans l'hygiène de vie, et également dans les soins. Donc, de cette définition, on a deux grands groupes. Soit il s'agit de maltraitance suite à une action, donc c'est les violences physiques, sexuelles, cruauté mentale, soit c'est des faits d'omission, donc c'est tout ce qui est négligence lourde dans l'alimentation, dans les soins, dans l'hygiène de vie. Donc, de cette définition ressortent plusieurs formes de maltraitance à enfants. La première forme et la plus fréquente, c'est la maltraitance physique. Cette dernière se manifeste par plusieurs lésions. Comme les lésions tégumentaires, vous avez également les anomalies des fanères, les lésions des muqueuses, les lésions squelettiques et les lésions neurologiques et viscérales. Pour les lésions tégumentaires, les sévices physiques ou la maltraitance physique entraînent souvent des lésions caractéristiques. Pour les lésions tégumentaires, soit il s'agit d'hématomes, d'échymoses, d'érosion cutanée, soit il s'agit de brûlures. Donc, on a comme deux grands chapitres de lésions. Soit c'est des échymoses, des contusions, des hématomes ou des érosions, soit c'est des brûlures. Dans tous les cas, ces lésions ont des caractéristiques spécifiques à cette maltraitance. Pour le premier groupe de lésions de violence, c'est-à-dire les hématomes, les échymoses, les érosions cutanées, en fait, elles sont caractérisées par, premièrement, leur localisation inhabituelle. Inhabituelle par rapport à quoi? Par rapport aux lésions de violence accidentelles que portent les enfants suite, par exemple, à des chutes ou à des jeux, vélo, balançoire, etc., de sport. En général, les lésions accidentelles siègent dans des parties saillantes du corps, c'est-à-dire siègent au niveau des coudes, au niveau des sommets de l'épaule, au niveau de la tête, au niveau des genoux. Par contre, dans le cas de violence physique, leur localisation est inhabituelle. Elles siègent dans des régions à connotation médico-légale. L'exemple siège au niveau des lombes. Les lombes, ça témoigne de coups portés par exemple par les pieds. Elles siègent également au niveau des fesses, qui témoignent plutôt de coups que de chutes. Elles siègent également au niveau des organes génitaux externes. On voit mal une lésion au niveau de la région scrotale ou là, au niveau du pénis qui est attribuée à un traumatisme accidentel, maintenant une chute. Une lésion au niveau des organes génitaux externes, c'est plus en rapport avec des coups. Comme le visage, des gifles par exemple. Comme les oreilles, quand on tire les oreilles d'un enfant, au niveau du cuir chevelu. C'est une topographie qui est spécifique et qui évoque plus des coups volontaires qu'un traumatisme accidentel. Les lésions tégumentaires caractérisées d'abord par une localisation inhabituelle. Deuxième caractéristique, c'est l'âge des lésions. L'âge des lésions, ça veut dire que ce sont des lésions qui ont un âge différent. Certaines sont récentes, d'autres sont en voie de cicatrisation et d'autres sont cicatrisées. Quand on trouve des lésions de violence d'âge différent sur un corps d'enfant, sur le corps d'un enfant plutôt, ça nous renseigne sur la répétitivité de ces lésions de violence. Donc, deuxième caractéristique, c'est leur âge différent. Et troisième caractéristique des lésions, c'est qu'elles ont une morphologie évocatrice
Je معناتها une morphologie évocatrice, ça veut dire que l'aspect, la forme de la lésion, elle nous renseigne sur l'agent vulnérant utilisé. Vous trouvez par exemple des sillons de ligotage. Les sillons au niveau des poignets, ça nous renseigne d'un ligotage, donc d'actes de torture, de mauvais traitement. On trouve des échymoses en bande. En bande, ça veut dire elle peut nous renseigner sur l'agent vulnérant. On pourra dire que l'agent est un fouet, par exemple, à une ceinture ou à un bâton, etc., etc. Donc, ce que vous devez retenir, les lésions tegumentaires sont caractérisées par 3 éléments importants. Localisation inhabituelle, âge différent témoignant de leur répétitivité dans le temps. Et troisièmement, c'est leur forme qui est assez évocatrice. Deuxième groupe de lésions tegumentaires rencontrées souvent à l'examen clinique d'un enfant maltraité, c'est les brûlures. Mais ce ne sont pas des brûlures accidentelles. En général, les brûlures accidentelles d'un enfant siègent au niveau du visage. Par exemple, enfant de bas âge, il y a la cuisine, sur la plaque chauffante, il y a la casserole, il y a de l'eau bouillante, la casserole est renversée. En général, on trouve des brûlures sur son visage, la face antérieure du tronc, parfois au niveau des bras, des avant-bras des mains. Et ce sont des lésions accidentelles. Mais les brûlures qui nous renseignent, qui font évoquer une maltraitance à enfant, siègent dans des parties spécifiques du corps. Soit il s'agit de brûlure par immersion volontaire de l'enfant dans de l'eau bouillante ou dans un liquide bouillant. L'auteur, il prend l'enfant et il l'immerge dans de l'eau bouillante. Et du coup, on trouve des brûlures siègent au niveau du siège, c'est-à-dire au niveau soit des fesses ou là au niveau des membres inférieurs. D'ailleurs, des brûlures, ce qu'on appelle les brûlures en chaussettes. Ou là également, comme les brûlures par les mégots de cigarettes. À l'examen, vous trouvez des brûlures circulaires de même diamètre, en général ne dépassent pas le 1 cm de diamètre, qui évoquent des brûlures à l'aide d'une cigarette ou à l'aide d'un mégot. Ce sont des brûlures qui sont spécifiques à la maltraitance à enfants et renseignent plus à un traumatisme volontaire, à des actes de torture, de soins inhumains, qu'à des violences accidentelles. Deuxième lésion rencontrée dans la maltraitance physique, ce sont les anomalies des fanères. L'enfant, à l'examen, à l'expertise, présente des cheveux fins, secs, irréguliers, et parfois même des alopécies, soit pathologiques parce qu'il y a des défauts de soins, soit des alopécies traumatiques suite à des traumatismes. Comme également les lésions des muqueuses. Pour les muqueuses, je m'attarde sur une lésion qui est spécifique à la maltraitance, c'est les érosions ou les ecchymoses, voire même des plaies au niveau du palais de l'enfant ou également au niveau du frein de la langue. Ce sont des lésions spécifiques qui témoignent d'une alimentation forcée de l'enfant. Donc, dans l'expertise d'un enfant supposé être maltraité, il va falloir examiner la cavité buccale à la recherche de ces lésions assez spécifiques. Les lésions squelettiques sont les premières lésions décrites par le Collège des médecins légistes et décrites surtout par le docteur Silverman. En fait, Silverman, c'est le premier qui a étudié la maltraitance. Il a objectivé des lésions chez la plupart des enfants maltraités. On parle de syndrome de Silverman. Ce syndrome, il est fait de quoi? Ce sont des fractures métaphysaires, bien sûr, ça touche les olons, métaphysaires, cuniformes ou en once de saut. Elles sont symétriques, associées à des décollements périostés et toujours d'âge et de localisation différentes. Quand on dit âge différent, ça témoigne de la répétitivité de ces traumatismes. Elles sont métaphysaires, cuniformes en once de saut. Donc, ça renseigne sur le mécanisme de production. En général, on tire l'enfant par ses membres. C'est pour cela qu'on trouve ces fractures. Donc, c'est des fractures métaphysaires. Le syndrome de Silverman, je répète, c'est des fractures métaphysaires cuniformes en once de saut avec décollement périosté, d'âge et de localisation différentes. À côté de ces lésions osseuses ou ostéocartilagineuses des olons, on a d'autres lésions osseuses, comme les fractures des arcs costaux, notamment postérieurs, témoignant de coups portés au niveau de la cage thoracique postérieure. Vous avez également les fractures des os propres du nez. Ils ont une interprétation médico-légale chez un enfant de bas âge. Ou comme également
les fractures désolantes, elles sont très suspectes, les fractures isolantes. Je parle des fractures des diaphyses et non pas les fractures métaphysées du syndrome Silverman. Les fractures des diaphyses désolantes, elles sont très suspectes avant l'âge de 2 ans. Enfin, en gros, l'âge de 2 ans ou là plutôt l'âge de la marche. D'où l'intérêt de faire une radiographie de tout le corps quand on est amené à examiner un enfant suspect de maltraitance à enfant. Les lésions neurologiques sont la conséquence de 2 mécanismes différents. L'expertise d'un enfant maltraité souffrant de troubles de conscience ou d'un éventuel traumatisme neurologique fait suspecter 2 mécanismes différents. Soit on a des lésions neurologiques, une lésion neurologique, on fait allusion à l'extrémité céphalique, soit suite à un traumatisme direct, un impact, et là, on trouve des lésions contusives, des contusions du cuir chevelu, des fractures, ça peut aller jusqu'à la contusion, les hématomes, etc. Soit ce sont des lésions par décélération, donc soit par un choc direct, donc un impact crânien direct, soit des lésions de décélération. Et là, on parle du syndrome de l'enfant secoué. Je m'arrête à secouer, c'est on secoue l'enfant. En général, c'est les parents ou la nourrice, elle secoue l'enfant suite à des pleurs incessants, etc. Elle le secoue, elle le secoue, elle le secoue, elle entraîne des lésions intracrâniennes graves qui peuvent évoluer vers la mort. Le syndrome de l'enfant secoué, il est caractérisé par des signes spécifiques. Vous avez un hématome sous-dural, plus ou moins des foyers de contusion cérébrale, sans lésion osseuse. C'est ça le mot-clé. Il n'y a pas de lésion osseuse parce qu'il n'y a pas d'impact, c'est plutôt on secoue. Sans lésion osseuse, et il y a également une hémorragie rétinienne. Il y a la triade du syndrome de l'enfant secoué. Hématome sous-dural, plus ou moins hémorragie cérébrale, absence de lésion osseuse et les hémorragies rétiniennes. Dernier groupe de lésions pouvant être objectivées à l'expertise d'un enfant victime de maltraitance physique, c'est les lésions viscérales. Les secondaires à des contusions, à des coups. On peut trouver des contusions hépatiques, spléniques, rénales et j'en passe. Vous avez des questions? Non, docteur. Non. La deuxième forme de la maltraitance physique est les abus sexuels. On a vu hier les violences sexuelles d'une manière générale et on a dit que les lésions peuvent être variables et dépendent de l'âge. On a dit que chez l'enfant, la violence, elle est souvent cachée et elle est plutôt suspectée devant des signes d'appel indirect. D'abord, je rappelle que les abus sexuels chez l'enfant incluent toutes les formes de violence. Ça va de l'attouchement jusqu'aux pénétrations sexuelles proprement dit. Les lésions qui sont spécifiques peuvent être des lésions hyménales. On a vu hier, ça peut être une déchirure, un hématome, une ecchymose de la membrane hyménale. Ça peut être également des lésions des lèvres, des grandes et petites lèvres, des lacérations, des plaies, ecchymoses, érosions. Il y a aussi les lésions de la fourchette, les lésions anales, les saignements et les hématomes vulvaires ou vaginaux. J'insiste sur un élément important chez les fillettes de bas âge, la présence d'une vulvovaginite chez une fillette associée à une IST au gonocoque ou la chlamydia est évocatrice d'un abus sexuel. La grossesse aussi, comme vous le savez, on l'a vu hier, et également la présence de spermatozoïdes au prélèvement. Il faut savoir que chez l'enfant, l'examen est souvent normal et l'absence de lésions de violence ne permet pas d'exclure l'éventualité d'un abus sexuel. Le diagnostic d'abus sexuel chez l'enfant est souvent difficile et il est porté surtout sur le récit de l'enfant. La troisième forme de la maltraitance, c'est les négligences lourdes. La négligence lourde, elle ne peut être évocatrice de maltraitance si les conséquences sont graves pour l'enfant. Il s'agit, comme définition, de la non-satisfaction intentionnelle des besoins physiologiques. Le besoin physiologique, ça veut dire c'est les défauts de soins et les défauts d'alimentation et défauts d'hygiène,
ou également les besoins affectifs, c'est-à-dire tout ce qui est amour, affection et également protection. Protection de l'enfant contre tout type de risque. Donc, comme soit les défauts de soins, d'hygiène et les défauts d'aliments et de protection. Et comme j'ai dit, que la négligence ne peut être considérée comme une maltraitance que dans le cas où les conséquences sont graves pour l'enfant. Qu'une grave soit pour son intégrité physique et surtout pour son intégrité mentale. Certains exemples peuvent être cités concernant la négligence lourde. Je peux vous citer le retard à consulter devant un symptôme de l'enfant. Ce n'est pas normal. Un enfant qui souffre d'une fièvre à 40, on le laisse tranquille à la maison. Le retard d'administration d'un traitement aussi. L'absence de surveillance d'une situation à risque. Un enfant de 18 mois, par exemple, fait un toboggan. Là, ce n'est pas normal. La répétition des accidents. L'enfant, il vous consulte toutes les semaines pour les mêmes traumatismes. Ah oui, il tombe. Toujours il tombe. Ça veut dire qu'il n'est pas très bien surveillé. Là, c'est une forme de négligence. Kif, un enfant qui consulte souvent pour le même type d'intoxication. Ça, c'est également une forme de négligence. Dans l'expertise de ce genre, devant cette forme de maltraitance, on hospitalise l'enfant dans une structure spécialisée. L'hospitalisation s'impose. Et c'est l'amélioration spectaculaire de l'état de santé avec l'absence de rechute qui font évoquer le diagnostic de négligence. La quatrième et dernière forme de la maltraitance, c'est la cruauté mentale, autrement appelée les psychotraumatismes. Elle est définie comme étant l'exposition répétée. C'est un mot clé, répété, que ce soit pour les violences physiques ou la négligence. À part l'abus sexuel, un seul abus est égal à maltraitance. Mais la violence physique et la négligence et également la cruauté mentale, il y a toujours la répétition. Donc, c'est l'exposition répétée d'un enfant à des situations dont l'impact émotionnel dépasse les capacités de l'enfant d'intégration psychologique. Je vais vous citer quelques exemples. Les humiliations verbales, répétées, tout le temps. On insulte le fol, on l'humilie. Yaddab, ya hamar, كما كانوا يديرونا في l'école. Yaddab, كل يوم, yaddab, yaddab. Dévalorisation systématique. شوف تراباتك, comme on dit souvent. شوف لي قدك واش قاعد كل يوم, tous les jours. Exigence excessive, disproportionnée par rapport à l'âge de l'enfant. On lui demande, par exemple, de porter des charges de 5 kg ou de 10 kg, ou c'est un petit être humain qui a 6 ans, à la limite, il est incapable de porter cette charge. On le blâme parce qu'il ne peut pas porter cette charge. Des consignes et injonctions éducatives contradictoires ou impossibles à respecter. Ce sont les différentes situations les plus fréquentes qui peuvent entraîner qui peuvent être classées comme étant une maltraitance psychologique. La cruauté mentale peut entraîner des conséquences assez graves sur la santé mentale de l'enfant, à type d'un épuisement psychique de l'enfant. Également, mise en place de pathologies de la personnalité. L'enfant peut développer une schizophrénie, des psychoses carrément, et des troubles de conduite. Les troubles de conduite soit alimentaires, ou là, les troubles de conduite représentés par des fugues, ou là, les conduites addictives. Donc là, la cruauté mentale, c'est un élément. Il faut dire que la cruauté mentale ou les psychotraumatismes accompagnent souvent les violences physiques et les violences sexuelles et également la négligence. En fait, c'est des enfants qui sont vulnérables et qui sont prédisposés à être victimes de plusieurs formes de maltraitance en même temps. J'espère que je suis assez clair. Certaines formes de maltraitance particulières ont été décrites dans la littérature. J'ai cité les deux exemples les plus fréquents. D'abord, vous avez le syndrome de Munchausen par procuration. C'est quoi le syndrome de Munchausen par procuration? Il est bien détaillé dans le cours. C'est une situation dans laquelle une personne fabrique des signes à son enfant. En général, c'est la mère. C'est la mère qui fabrique des signes d'appel de maladie à son enfant pour qu'elle lui fasse subir des examens innombrables,
des consultations, des examens complémentaires. Le pédiatre, il tousse, il a une diarrhée, l'enfant mesquin va subir des examens complémentaires, des échographies, des endoscopies, etc. C'est des traitements qui sont innombrables, parfois invasifs. Ça rentre dans le cadre d'un syndrome de Munchausen par procuration. En général, l'auteur, qui est la mère, elle souffre de pathologie mentale. Il y a la deuxième forme qui est aussi assez fréquente, surtout elle est engendrée par les conduites addictives des mamans, notamment la consommation de l'alcool et du tabac. C'est ce qu'on appelle la maltraitance fœtale d'origine maternelle, secondaire à la consommation de toxiques par la mère. Il y a le syndrome d'alcoolisme fœtal. Il y a également les nouveau-nés nés de mère toxicomanes. Vous avez des questions? Des questions, s'il vous plaît? Non. On passe maintenant aux complications. La maltraitance est une forme grave de violence qui laisse des séquelles à court terme, à moyen terme, voire à long terme. La séquelle et la conséquence la plus redoutable, c'est le décès. Les traumatismes peuvent être violents, entraînant le décès. L'OMS a dénombré en 2002 53 000 enfants victimes d'homicides volontaires. Il y a également les risques de séquelles. Les séquelles sont liées, bien sûr, aux traumatismes subis, notamment les traumatismes physiques. Et vous avez toutes les séquelles, bien sûr, détaillées dans le cours. Il y a aussi le risque de récidive pour le même enfant par le même auteur, s'il n'y a pas de sanction pénale. Et également, en dernier, il y a la transmission intergénérationnelle. On dit souvent qu'un enfant, qu'un père ou un adulte qui maltraite les enfants était un enfant maltraité. L'expertise médico-légale est détaillée dans le cours. Là, je vais me contenter de rappeler les éléments et les critères médico-légaux compatibles avec un enfant maltraité. Pour l'enfant vivant, les critères médico-légaux sont en nombre de 6. Il faut que ces critères doivent être réunis pour qu'on puisse dire qu'il s'agit d'un enfant maltraité. Il faut qu'il y ait d'abord des signes d'appel. Ça veut dire à l'examen physique, on doit trouver des lésions de violence à l'examen physique. Je rappelle que ces lésions sont caractérisées par leur âge différent, donc témoignant d'une répétitivité dans le temps, caractérisées par une localisation inhabituelle par rapport au traumatisme accidentel et caractérisées également par une forme ou là une topographie assez évocatrice. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'il ne faut pas y mettre toute lésion de violence apparente et objectivée sur le corps d'un enfant, il ne faut pas la mettre sur le dos d'une maltraitance. On ne va pas dire qu'un enfant qui porte une ecchymose, c'est un enfant maltraité, on doit appeler la justice pour que les parents soient mis en prison. Non, surtout, nous vivons dans un contexte socio-culturel que les châtiments physiques sont fréquents. C'est vrai, on est contre les châtiments physiques. On est contre les châtiments physiques, mais il ne faut pas mettre toutes les lésions de violence sur le dos du maltraitance. Il faut qu'il y ait la répétitivité et la variabilité des lésions. Comme deuxième critère médico-légal, c'est les constatations de l'examen psychologique. C'est un enfant qui est triste, qui est craintif, qui est sur ses gardes, qui a peur, qui n'a confiance en personne. Comme l'amélioration des lésions lors de l'hospitalisation. C'est une amélioration spectaculaire sans rechute. L'idée, c'est quoi? C'est extraire l'enfant de ce milieu violent. Il y a le contexte psychosocial de l'entourage. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs facteurs de risque et je vous invite à lire les références bibliographiques, notamment qui sont relatives aux facteurs de risque. En cinquième lieu, on a les discordances entre les constatations cliniques et les données de l'entretien. Les parents allèguent en général des traumatismes accidentels, mais à l'examen, vous trouvez des lésions qui ne sont pas compatibles avec des traumatismes accidentels. Où là, les parents vous rapportent une notion maintenant d'intoxication alimentaire alors que vous avez des lésions compatibles avec des coups. Il y a aussi le comportement des parents qui est évocateur de maltraitance. Les parents devant le médecin, ils manifestent un comportement de théâtralisme, d'attachement à l'enfant. C'est du théâtralisme pour induire en erreur le médecin, comme si que nous sommes très proches de l'enfant, les parents, comme si que nous nous occupons, on l'aime, donc c'est théâtralisme, mon amour, mon chéri par rapport à l'enfant. Et aussi, il y a le comportement d'agressivité à l'égard du médecin. Donc, c'est ça le comportement des parents.
Ces 6 signes ils doivent être réunis pour qu'on puisse retenir la violence physique comme étant une maltraitance physique de l'enfant. Chez l'enfant décédé, l'expertise repose également sur des éléments médico-légaux cités dans le cours. Je les répète. Il y a l'étude des commémoratifs. Le commémoratif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est l'interrogatoire, l'enquête de la police, l'enquête des services de l'action sociale. Donc, on doit se renseigner, avoir le maximum d'informations parce qu'il s'agit d'un enfant décédé suite à un traumatisme. Il y a l'examen du corps. Donc, à l'autopsie, on doit faire parler le corps. L'autopsie doit être complète à la recherche de lésions traumatiques et à la recherche surtout de lésions ayant entraîné le décès. Avant l'autopsie, une radiographie de tout le squelette s'impose. L'examen, bien sûr, doit être accompagné de crevés. Les crevés, ce sont des incisions profondes, larges, pratiquées au niveau des segments musculaires, les membres en général, à la recherche de lésions de violence interne, des hématomes des muscles. L'examen minutieux et attentif des viscères aussi s'impose. Et à la fin, on trouve des lésions qui sont compatibles avec un homicide et qui ne sont pas compatibles avec des gestes suicidaires ou accidentels. La mission du médecin amené à examiner un enfant supposé être maltraité, sa mission est la protection de l'enfant. La protection est un devoir déontologique et juridique. La protection, ça nécessite le signalement. Comment on protège l'enfant? C'est en signalant cette forme de maltraitance pour le protéger. La protection, ça veut dire c'est faire intervenir les autorités compétentes. Donc, le médecin, pour qu'il puisse signaler, il est en général confronté à des devoirs déontologiques contradictoires. Ou si on dit devoirs déontologiques, d'abord, d'une part, la protection de l'enfant. La protection de l'enfant, comme le stipule l'article 53. 53 du Code de déontologie médicale, il nous impose de protéger l'enfant quand l'état de santé de cet enfant n'est pas bien perçu par les membres de la famille. Sachez, mes très chers étudiants, que les médecins, nous sommes les protecteurs naturels de l'enfant. D'une part, on a l'obligation de protéger l'enfant. Et d'autre part, on a l'obligation de respecter la confidentialité des gens. Donc, il y a ce secret professionnel. Cette situation, d'une part, on est obligé de protéger, donc de signaler, donc on divulgue des informations médicales, et d'autre part, on a l'obligation de protéger, de respecter le secret professionnel. Elle va nous mettre dans des situations assez controverses sur le plan déontologique. Mais heureusement que les différentes lois, notamment l'article 182-181 du Code pénal, 198 de la loi relative à la santé et 18 et 134 de la loi relative à la protection de l'enfant, soulignent une dérogation légale quand on signale une information relative à une maltraitance. Donc, si on signale, ça constitue une dérogation légale au secret professionnel et on n'a pas peur. Et normalement, aucune poursuite judiciaire ne pourra être entreprise contre nous. Mieux encore, la nouvelle loi relative, LRPE, c'est la loi relative à la protection de l'enfant, punit toute personne qui révèle l'identité de la personne ayant fait le signalement. Donc, mes très chers étudiants, signalez une forme de maltraitance et n'ayez pas peur, on ne pourra jamais vous poursuivre pour divulgation du secret professionnel. S'il y a un danger imminent, l'urgence, c'est d'hospitaliser l'enfant avant tout type de signalement. Le signalement peut être par écrit, soit par téléphone, et le rapport écrit sera transmis ultérieurement dans le cadre d'une urgence. L'objectif du signalement, c'est avoir des mesures de protection. Soit c'est extraire l'enfant de ce milieu violent et le mettre dans un milieu protégé. Ça dépend, soit l'hospitalisation ou là, les foyers de l'enfant assisté suite à une décision de la justice. On signale aux autorités, soit administratives, soit judiciaires. Les autorités administratives, comme les médecins de la PMI, comme le directeur de l'hôpital, comme la direction des activités sociales et surtout, le délégué national à la protection de l'enfance qui est représenté dans chaque wilaya. Vous avez les autorités judiciaires. Les autorités judiciaires, c'est la brigade de protection des mineurs, comme le juge des mineurs, comme le procureur des mineurs, comme la police et la gendarmerie. Donc, c'est la brigade de protection des mineurs. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la maltraitance à enfants constitue un problème fréquent qui doit être dépisté, je m'en le plus souvent, et repéré pour éviter les complications, les séquelles, l'aggravation, voire même la mort de l'enfant.
Toutefois, le diagnostic est souvent difficile. Voilà, parce qu'il s'agit d'une violence qui est cachée. En général, on l'évoque suite à une consultation de routine. L'enfant est examiné dans le cas d'une angine et le pédiatre, l'attention du pédiatre est attirée par la présence de lésions de violence d'âges différents, de brûlures, de contusions, de cicatrices, etc. Le médecin est le protecteur naturel de l'enfant. Et dans tous les cas, il est le seul juge des mesures à prendre, à savoir mettre l'enfant en milieu protégé et confirmer le diagnostic de la maltraitance. La confirmation du diagnostic de la maltraitance, elle se fait dans un cadre pluridisciplinaire. Thomas, quand vous suspectez une maltraitance, essayez de faire appel aux pédiatres, aux médecins légistes et aux gens de l'action sociale. En fait, le diagnostic fait appel à une équipe pluridisciplinaire. Sachez que le signalement de toute forme de maltraitance, qu'elle soit physique, sexuelle, négligence ou également mentale, est un devoir légal et déontologique. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Docteur, Oui. si le médecin constate que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? je suis Bajir Maïssa. Tfadli. Si le médecin travaille dans une clinique privée Oui. et consulte le patient, l'enfant consulte chez le médecin, Oui. Oui. et on constate des lésions de violence. Oui. On peut hospitaliser l'enfant. Quelle sera la conduite à tenir? La conduite à tenir, elle dépend de la situation. La situation, qu'est-ce que ça veut dire? Soit on a une suspicion de maltraitance, soit on a une maltraitance avérée. Si on est dans la maltraitance avérée, ça veut dire si on est formel qu'il s'agit de maltraitance. Et là, l'hospitalisation s'impose, il faut retirer l'enfant, vous l'hospitalisez chez vous, dans votre clinique, et faire appel aux autorités compétentes, c'est-à-dire faire appel à la justice, à la police, et leur dire, voilà, il s'agit d'un enfant maltraité et j'aimerais bien qu'il soit examiné par un médecin légiste. C'est-à-dire devant la première situation, c'est-à-dire avéré. La deuxième situation, c'est une suspicion. Quand il y a une suspicion, vous devez faire appel au service de l'action sociale. Et l'action sociale vont faire leur enquête. Ils vont consulter un médecin légiste et un pédiatre. On va faire ce qu'on appelle un collège de médecins. Le légiste et le pédiatre avec vous, le médecin qui a attiré l'attention des différents intervenants, on va faire une évaluation et confirmer le diagnostic ou l'infirmer. Parce que les conséquences judiciaires parfois sont lourdes. Hein. On ne peut pas s'amuser à signaler une suspicion. On ne peut un père une suspicion. Vous voyez? Donc, on a comme deux situations. Soit c'est une suspicion, aide les services de l'action sociale, à la DAS. Ou dans chaque wilaya, le représentant du délégué national de protection de l'enfant.